Aurélien Bataille. Alors, du coup, je vais vous présenter mon stage sur la fonctionnalité d'un réseau de haies dans la Somme pour les chiroptères que j'ai effectué à l'association Picardie Nature. Donc, c'était un stage de fin d'études. Voilà. Tout d'abord, juste pour introduire et parce que c'est en lien avec les conclusions, bon, on sait que les chauves-souris, du coup, elles ont un cycle biologique complexe et qu'elles dépendent d'une diversité d'habitats tels que des gîtes d'hibernation, d'été, de reproduction ou de chasse. Elles sont plus ou moins spécialisées sur des proies plus ou moins spécifiques et elles utilisent différents milieux. Et du coup, ça conditionne des techniques de chasse plus ou moins, enfin des techniques de chasse spécifiques et l'émission de différents types d'ultrasons que l'on peut regrouper, que l'on peut attribuer aux espèces ou groupes d'espèces et qu'il est possible de déterminer l'activité. Donc, soit par la présence de buzz de capture pour une activité de chasse comme on voit là, soit leur absence pour une activité de déplacement. Euh, de par leur position en haut de leur propre chaîne alimentaire, ainsi que de leur dépendance à une variété de milieux, elles sont relativement vulnérables aux dégradations de leur environnement. Et depuis le milieu des années 1950, on observe une dégradation de leur population par un ensemble de causes, et notamment par l'intensification des pratiques agricoles qui a engendré une utilisation massive des produits phytosanitaires qui impactent leur proie et aussi, notamment, un agrandissement des parcelles agricoles avec pour corollaire l'arasement des haies. Mais donc, alors que les populations de nombreuses espèces de chauves-souris sont en déclin, l'augmentation des connaissances sur l'utilisation d'un élément important du paysage, ça peut être particulièrement pertinent dans un but de préservation et de protection de ces espèces associées à de forts enjeux de conservation. Du coup, l'objectif principal du stage, ça a été de caractériser l'activité acoustique des chiroptères en fonction de haies qui ont été choisies, plus ou moins favorables, et du coup d'expliquer pourquoi ces haies étaient plus ou moins favorables, avec des effets qui sont mesurés à une échelle géographique très locale, en fait, les milieux et la haie, vraiment, et en prenant des éléments paysagers sur une plus grande distance autour des haies, en fait, un périmètre de plusieurs kilomètres autour des haies pour savoir si les milieux autour pouvaient avoir une influence, et tout ça, du coup, sur un territoire agricole. Et l'objectif, en fait, du coup, de l'étude, c'était de dresser une analyse euh, des résultats et des mesures qui sont les plus favorables aux chiroptères en lien avec les haies. Du coup, il y a eu un ensemble d'espèces qui ont été choisies. On a bien évidemment rejeté, enfin, pas pris en compte euh, le groupe des sérotyles puisqu'ils sont moins liés aux haies, pas liés aux haies. Du coup, on a donc d'abord deux espèces qui ont ramené peu de données. Par contre, ça a été des données qui ont été intéressantes parce que c'est des espèces menacées à l'échelle régionale selon la liste rouge Picarde et qui ont été contactées sur un territoire justement où on les soupçonnait pas avec des fortes surfaces d'occupation du sol en champ. Du coup, voilà, c'était des données intéressantes. Donc, le grand rhinola fait la barbastelle d'Europe. Ensuite, voilà, là, c'est des espèces ou des groupes d'espèces qui ont ramené plus de données. Donc, d'une part, les oreillards non différenciés à l'espèce à cause du recouvrement interspécifique et le groupe générique des murins. Euh, donc, les espèces que l'on soupçonne avoir contactées de murins, c'est notamment quatre espèces qui ont la plus forte probabilité d'être contactées sur le secteur d'études et qui sont les plus en lien avec le milieu boisé, bien que les maternités soient pour certains anthropophiles. Et les pipistrelles, donc la pipistrelle commune qui a été différenciée à l'espèce, et le complexe pipistrelle de Kuhn Nathusius. Alors pour les conclusions, ce qui est important de préciser, c'est que du coup la pipistrelle commune, c'était l'espèce la plus ubiquiste et surtout qui est capable de se maintenir, qu'on est capable de contacter dans des milieux aussi transformés. Et l'hypothèse de départ, c'était de dire que la pipistrelle commune, elle serait beaucoup contactée et que du coup, ce serait une bonne référence statistique et une bonne référence pour proposer du coup l'analyse des mesures les plus favorables aux chauves-souris. Et du coup, ça s'est avéré vrai parce que sur les 20 000, presque 20 000 contacts
qui ont été enregistrées, presque 90% étaient attribuables à la pipistrelle commune. Et du coup, voilà, elle pouvait donner des propositions, des mesures applicables à d'autres espèces qui sont liées aux haies. Du coup, ensuite, j'ai dû choisir des haies. Du coup, c'est des haies qui répondent à 3 facteurs de 2 modalités chacune. Donc, il y avait le facteur habitat source, c'était en gros là où est-ce que la haie partait. Soit la haie, elle partait d'un village pour prendre en compte des espèces qui seraient plus anthropophiles, soit c'était des haies qui partaient de boisement pour prendre en compte des espèces plus forestières. La zone de gagnage, c'est ce que le nouveau milieu que la haie gagnait, donc soit des champs, soit des prairies. Et le facteur typologie, c'est la hauteur de la haie, donc soit des haies hautes multistrates avec une haie vraiment arbustive et arborée, une strate arbustive et arborée, soit une haie seulement basse arbustive. Et du coup, ça me donne une combinaison de 8 modalités de facteurs, ce qui donne 8 sortes de haies différentes qui ont été choisies du coup. Ça, c'est un exemple du coup. C'est une haie qui part d'un milieu de boisement, qui était l'habitat source. Elle arrive sur une prairie, la zone de gagnage, et c'est une haie qui est plutôt arbustive, donc basse. On a évidemment fait attention à ne pas prendre des biais du style une haie qui serait illuminée par un lampadaire ou quoi. Ça, on a évité évidemment. On a pris des haies assez naturelles et diverses. On a évité des biais d'inconstance spatio-temporelle. Alors déjà, l'inconstance spatiale, parce qu'on a répliqué chacune de ces 8 sortes de haies 3 fois sur un territoire agricole, qui est le territoire du Vimeux, qui se trouve à l'ouest de la Picardie, sur le PNR de la baie de Somme, ce qui donne donc les 8 sortes de haies répliquées 3 fois, ça donne 24 haies avec leur identifiant répartis sur ce territoire agricole. On a évité des biais d'inconstance temporelle en faisant 3 mesures sur chacune de ces 24 haies et des mesures espacées dans le temps, entre mai et mi-juillet, ce qui donne 24 x 3, 72 nuits entières enregistrées avec le programme Sunset to Sunrise des SM3. Donc les chauves-souris, en gros, elles étaient plus ou moins attirées par les haies et du coup, elles émettaient plus ou moins de contacts, elles émettaient plus ou moins d'ultrasons, en gros. Donc on a récupéré les données, on a fait une préanalyse avec Sonotiro. Et du coup, Michel Barato, dans son livre, il indique que le nombre de contacts acoustiques, il est hautement révélateur du niveau d'activité des espèces en un point, et que donc il est possible de déduire la qualité d'un habitat inventorié à partir du relevé d'activité des chiroptères. En fait, le but, c'est de comparer du coup les résultats des différentes haies en fonction de l'attractivité sur ces haies. Donc la variable à expliquer, du coup, c'est ces taux d'activité sur qui correspondent à des nombres de contacts sur une nuit, en fait. Et du coup, chaque contact était attribué à un groupe d'espèces ou une espèce, comme expliqué en intro, et à son activité, soit activité de chasse, soit activité de déplacement. Du coup, il y a eu des analyses statistiques à l'échelle locale et à une échelle plus paysagère. À l'échelle locale, du coup, j'ai comparé les différentes modalités de facteurs et leur interaction avec un test non paramétrique de Scherrer-Reyard. Donc voilà, donc ça c'est tous les résultats, on va dire, alors soit significatifs ou en tout cas intéressants, et je vais revenir sur certains de ces résultats à la suite. Donc là, en gros, on voit qu'il existe une différence significative d'une des deux modalités facteurs, d'une des deux modalités du facteur typologie, sur l'activité de déplacement et de chasse de la pipistrelle commune et sur l'activité de déplacement et de chasse des murins. En gros, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la typologie de la haie qui est la plus favorable? Est-ce que c'est plutôt des haies hautes multistrates qui sont plus favorables aux chauves-souris ou est-ce que c'est plutôt des haies basses arbustives? Pour ça, du coup, j'ai mis des taux moyens d'activité sur les haies. Alors, à gauche, on a les haies hautes multistrates et à droite, les haies basses arbustives. En bleu, les contacts de déplacement et en orange, les contacts de chasse. En gros, sur les haies hautes multistrates, on voit qu'on a presque 300 contacts par nuit en moyenne. Et sur les haies basses, on a presque 100 contacts par nuit en moyenne. Donc, on peut en conclure que les haies hautes multistrates sont
plus favorable pour l'activité de déplacement de la pipistrelle commune. Et on voit qu'on a 70 contacts par nuit en activité de chasse contre 12 pour des haies basses. Donc, c'est le même résultat en gros, et c'est le même résultat aussi pour les murins. Les haies hautes multistrates sont plus favorables que les haies basses arbustives, comme on peut le voir. Alors, ensuite, on voit qu'il y a une différence significative du facteur zone de gagnage sur l'activité de déplacement des murins et du facteur zone de gagnage sur l'activité de déplacement des oreillards. Donc là, la question, c'est quelle est la zone de gagnage qui est la plus favorable? Est-ce que c'est des haies qui arrivent dans des prairies qui sont plus favorables ou est-ce que c'est des haies qui arrivent dans des champs qui sont plus favorables? Donc à gauche, j'ai l'activité de déplacement en prairie et à droite, l'activité de déplacement en champ, du coup pour les murins, ici pour les oreillards. On voit encore une fois que l'activité de déplacement, elle est presque de 10 contacts en moyenne sur des haies qui gagnent des prairies contre presque 5 sur des haies qui gagnent des champs. Donc, les haies qui gagnent les prairies sont presque 2 fois plus favorables pour cette activité, pour ces espèces. Ensuite, j'ai voulu du coup voir l'influence des variables environnementales sur une surface d'occupation, l'influence des variables environnementales sur une échelle géographique élargie. Donc, j'ai repris en compte les mêmes milieux. Donc, on voit le milieu forêt, prairie, zone urbanisée, c'est les villages, terre arable, c'est les champs. Et j'ai ajouté aussi la variable environnementale zone humide parce qu'on sait que d'après la bibliographie, c'était quelque chose qui était qui est très intéressant. Donc, pour pas faire de biais, je l'ai aussi inclus. J'ai toutes mes haies identifiées, par exemple la haie 20 qui doit se trouver en plein milieu. J'ai fait une zone buffer, un périmètre de 2,5 km autour des haies et je voulais savoir quelle était la proportion d'occupation du sol de ces différents milieux pris en compte. Donc là, j'ai le résultat pour chacune de mes 24 haies. En jaune, les surfaces d'occupation du sol en terre arable, gris en village, prairie en prairie, vert clair en prairie et vert foncé en forêt et bleu en zone humide. Et je voulais savoir comment c'est se différencier et est-ce que, par exemple, les qui avaient plus de proportion d'occupation du sol en une variable qui serait potentiellement intéressante, est-ce que notamment elles pouvaient avoir des qui seraient plus attractives. Donc j'ai fait une ACP pour différencier les haies. En gros, ça se lit plus, alors on a l'identifiant des haies, plus j'ai une haie qui est proche de sa variable, plus elle se différencie des autres haies par une proportion d'occupation du sol, par exemple la haie 19, plus de forêt et moins de terre arable. Et si on vérifie, effectivement, la haie 19, elle a que 42% d'occupation, d'occupation du sol en terre arable et c'est elle qui a le plus de forêt parmi toutes les. Donc c'est comme ça qu'on voit. J'ai voulu relier avec l'attractivité du sol, avec l'attractivité des chauves-souris, pardon, en utilisant un référentiel du muséum, le protocole du Vigikiro en protocole point fixe. Donc en gros, pour la pipistrelle commune, s'il y a plus de 1400 contacts, c'est une attractivité très élevée et un petit peu moins, ainsi de suite. Donc je reprends cette ACP. Les ronds rouges, c'est des haies qui étaient à forte attractivité des haies et les triangles jaunes à attractivité modérée. Et du coup, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, les haies où il y aurait plus de forêt, ce qui pouvait être une hypothèse, tous les ronds rouges ne se trouvent pas autour de là où il y a plus de forêt. Et les terres arables, d'après la bibliographie, on aurait pu croire que du coup, j'aurais toutes mes haies à faible attractivité autour. Eh ben non, c'est pas le cas puisque la haie 1, elle est à forte attractivité, pourtant elle a pas mal de terres arables a priori. En gros, les haies à forte attractivité, on a l'impression qu'elles se répartissent un peu aléatoirement sur cette ACP. Et voilà. Alors par contre, quelque chose qui était intéressant à souligner, c'est que toutes les haies à forte attractivité, c'était des haies hautes multistrates. Et par contre, l'inverse, c'est pas vrai. Les haies à faible attractivité, les haies à haute multistrate n'étaient pas toutes à forte attractivité. Il semble y avoir un contexte plus local. Du coup, pour conclure et pour mettre en relation ces différents résultats, on a vu que, enfin, il a été mis en évidence un effet favorable des haies hautes multistrates sur l'activité de chasse et de déplacement de la pipistrelle commune.
Au moins pour l'activité de chasse, ça, d'après la bibliographie, on peut l'expliquer par le fait que ce sont des haies plus diverses, plus hétérogènes, avec des plus grandes conditions microclimatiques et du coup une plus grande diversité et une plus grande richesse en insectes. Donc voilà, ça peut expliquer des taux d'activité de chasse plus forts et ce résultat. Il a été mis en évidence aussi un effet favorable des milieux de boisement et des milieux de prairies sur l'attractivité de déplacement des murins et des oreillards. Les 4 espèces qui ont été prises en compte dans l'étude, les 4 espèces de murins, on sait qu'elles apprécient la proximité avec ces milieux de boisement et qu'elles chassent au-dessus des zones de bocage et de prairies. Et les 2 espèces d'oreillards, bien que l'oreillard gris soit anthropophile, on sait qu'elles se retrouvent toutes les deux au-dessus des zones de prairies et de bocage. Et ça peut illustrer l'importance des haies pour le déplacement des espèces, notamment arboricoles, vers leur zone de gagnage pour aller chasser. Du coup, au moins ça nous a, enfin c'est pas une grande nouvelle, mais on sait que sur un territoire agricole tel que celui choisi, les surfaces d'occupation du sol sont très importantes en champs, hein, de l'ordre de 70%. Sauf qu'on sait que c'est aussi, d'après la bibliographie, une barrière au déplacement optimal à certaines espèces. On n'a pas vu des haies à répartition, on n'a pas vu les répartitions des haies à forte ou à faible attractivité selon une ou plusieurs variables paysagères. Bon, par différentes, ça on pourrait l'expliquer parce qu'en fait les haies, bien qu'elles puissent se différencier, finalement elles se ressemblaient toutes avec beaucoup de surface d'occupation du sol en champ. Enfin, elles étaient finalement peut-être trop homogènes en raison de leur proximité et aussi en raison de la taille des buffers qui se recoupaient en plus. Bon. Mais du coup, pour l'analyse, on sait que du coup, les chauves-souris, elles exploitent une variété, une complémentarité de milieux. Il est important de relier ces différents milieux pour qu'elles puissent accomplir et leur cycle biologique annuel et leur cycle biologique en période active, donc c'est-à-dire pour aller se nourrir, aller du coup sur des milieux de chasse. On sait que sur un territoire agricole, les surfaces d'occupation du sol sont nettement et majoritairement recouvertes de terres arables et du coup, il serait intéressant de maintenir et de créer et de densifier le réseau de haies afin d'améliorer la connectivité globale du paysage. Et en plus, ça augmenterait le nombre de terrains de chasse si les haies sont le plus judicieusement reconstruites, par exemple en mettant des haies hautes multistrates, puisqu'on a vu que c'était plus intéressant. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Monsieur Bataille. Donc, il y a plusieurs questions que je vais essayer de regrouper en 3 thèmes. Le premier thème, c'est sur sur la représentativité de votre échantillon, d'une part. Alors, avec une question sur est-ce que vous avez pris en compte l'âge des haies comme paramètre? Non, alors il y a des choses. Euh, Enfin, c'est un stage, du coup, ça s'est fait sur 6 mois. Alors, non, on n'a pas pu prendre en compte ça. Par contre, on a évité quand même des biais du style, on n'a pas pris en compte euh, des haies, par exemple, de tuya ou quoi. On a gardé une certaine naturalité avec des haies diverses et à essence locale. On a fait attention à des biais comme ça, mais non, l'âge des haies, oui, ça serait intéressant, mais non, Ok. ça n'a pas été. Ok, notre question aussi placée. Est-ce que vous avez testé les doubles haies dans votre échantillon? Vous avez des représentants du système double haie? Des doubles haies, Oui, c'est-à-dire par exemple un chemin encadré par des haies de chaque côté. non, il n'y avait pas de double haie. Au final, c'était D'accord. les haies, elles étaient bien réparties Ok. sur le milieu qui est assez grand, donc il n'y avait pas de milieu encadré par double haie, non. Ok. Alors des questions sur l'échantillonnage, la qualité de l'échantillonnage. Est-ce que dans 3 réplicas vous semble suffisant? Est-ce que vous avez l'intention de durcir entre guillemets vos résultats avec d'autres sites expérimentaux et ainsi de suite? Bah, 3 mesures. Alors déjà, elles ont été réparties pas aléatoirement dans le temps. Elles ont vraiment été réparties entre mai et juillet. Et d'abord, l'ensemble des premières mesures a été fait, ensuite l'ensemble des deuxièmes mesures et ensuite l'ensemble des troisièmes mesures. On n'a pas eu, par exemple, 2 mesures qui ont été faites 2 nuits de suite sur une haie. Après, c'est vrai que 3 mesures, ça peut peut-être sembler faible, mais après, une fois ceci étant dit, on a utilisé tout le temps qu'il était imparti et aussi l'ensemble du matériel qu'il était disponible d'avoir. Donc, on n'aurait pas Mhm. pu faire plus, mais si on avait pu faire plus, oui, on aurait fait plus. Ok. Alors une question sur les paramètres toujours. Est-ce que vous avez intégré la densité de haies dans le buffer de 2,5 km?
la densité totale de haies comme un des facteurs explicatifs de la fréquentation d'une haie précise. Ouais, je comprends. Ça, on a fait d'autres analyses, ouais, que je pourrais montrer puisque Encore une, puis elles sont là rapidement. En gros, on a pris l'ensemble des haies, on a fait le nombre dans le buffer de mètres linéaires de haies et on a essayé de faire une régression. Mais le problème, c'est que cette régression, du coup, elle n'est pas significative. Et en plus, bah, donc elle n'est pas significative, donc on peut rien conclure. Voilà. ok. Mais du coup, c'est pas Et parce qu'il y a derrière, plus de linéaires de haies que, d'après cette régression, que il y aurait plus d'attractivité des haies par les chauves-souris. ok. Et toute dernière question, la généralisation possible de vos résultats à partir à d'autres régions à partir de ces résultats. Et ben là, c'était la généralisation. Alors, je sais pas trop quoi répondre, mais sachant Disons, que là, prendre les recommandations que vous mettez mises à la fin de votre ouais, progression et les appliquer à d'autres régions. bah oui, je pense que de toute façon, voilà, c'est pas une grande nouvelle, c'est que c'est très favorable aux chauves-souris. Et puis là, ce qui a été montré, c'est que c'était vraiment sur un territoire indiqué agricole. Après, nous, par exemple, là, on a essayé de regarder un peu en fonction de la densité des réseaux de haies et de relier des milieux qui seraient favorables, en fait. Donc là, on avait un bois qui était finalement assez peu relié. Et du coup, on avait des zones de prairies et on s'était dit, peut-être ça peut être intéressant de créer des haies. Enfin, ça n'a pas été fait, mais en tout cas, c'était des propositions, quoi. Ok, merci à vous. Merci. Le temps est imparti. Merci encore, Monsieur Bataille.